Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de 15 heures. Voici les titres. Le ministre de l'Intérieur a participé donc à l'ouverture de la deuxième réunion interministérielle de l'IGAD. Et en Italie, la question des migrants est au cœur des discussions avec l'Allemagne. Merci à vous de nous rejoindre. La seconde réunion interministérielle de l'IGAD relative à l'examen des progrès accomplis sur la déclaration et le plan d'action de Nairobi s'est ouverte à Addis Abeba en Éthiopie. Le ministre de l'Intérieur et de la République de Djibouti, Moumin Ahmed Cheikh, a pris part à cette importante réunion accompagnée d'une forte délégation composée du conseil technique du ministère de l'Intérieur, du secrétaire exécutif de l'ONARS, du coordinateur des projets de l'ONARS et du coordinateur des projets de l'ADDS, ainsi que du secrétaire général de l'ONG Bender Jedid. Cette deuxième réunion bilan est l'occasion pour les États membres de l'IGAD et les partenaires d'analyser les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action de Nairobi, les défis documentés et de planifier la prochaine période. En outre, cette réunion arrive à un point nommé par la région de l'IGAD qui doit se préparer pour le Forum mondial sur les réfugiés et qui doit se tenir en fin d'année à Genève. L'IGAD occupe une place prédominante dans le monde pour le règlement de la situation des réfugiés et le Forum va continuer donc une tribune idéale, constituer une tribune idéale afin de présenter les activités régionales de l'IGAD et partager l'expérience avec d'autres régions d'Afrique et du monde. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est rendu à l'école d'excellence, donc hier. Il était accompagné du secrétaire général ainsi que de nombreux cadres et responsables de son département. Accueilli par le directeur de l'établissement scolaire, donc le ministre a d'abord visité les classes. Et donc, visiter les classes et eu des échanges avec les enseignants et les élèves de cette prestigieuse école, l'occasion pour lui de faire le point sur la rentrée scolaire et rencontrer les enseignants. Le ministre a d'abord effectué une tournée dans les salles de classe, mais aussi les laboratoires de langue et de sciences, les smart classrooms et les salles informatiques. Il a pris le temps de suivre les séances de classe avant d'avoir un long échange avec les responsables et les enseignants de l'école d'excellence. L'occasion pour lui de s'enquérir des conditions de travail des enseignants et les apprentissages des élèves lors d'une réunion avec les enseignants de l'établissement scolaire. Le ministre donc a rappelé l'importance qu'il accorde à la réussite donc de ce projet qui est unique en Afrique. Nous sommes tous déterminés à vous accompagner dans le succès de ce projet et nous mettrons à votre disposition tout ce dont vous aurez besoin, a-t-il souligné. Il a ajouté que l'école d'excellence était donc le haut lieu pour préparer les meilleurs ingénieurs, physiciens, médecins et astronautes dont l'Afrique a besoin. C'est notre ambition et nous sommes déterminés à y arriver, a-t-il encore tonné. Le chef d'établissement et les enseignants ont assuré le ministre de leur plein engagement à relever haut la main ce défi. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Warf, émissaire du président de la République, a été reçu hier en audience au palais présidentiel par le président angolais, son Excellence João Lourenço. Le ministre Moumin Hassan Barré est porteur d'un message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, adressé à son homologue angolais. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur le dossier de la candidature de membres non permanents de la République de Djibouti au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Dont les élections pour ce siège auront lieu en juin 2020 à New York. Partant du rôle actif que joue Djibouti sur la scène régionale, continentale et internationale, l'émissaire du chef de l'État a souligné que la République de Djibouti apprécierait à sa juste valeur le soutien de l'Angola à la candidature de notre pays. De son côté, le président João Lourenço a indiqué avoir pris bonne note de la demande de Djibouti et que la réponse positive serait donnée en temps utile, tout en soulignant la nécessité d'une concertation régionale, voire continentale, sur cette question. Le ministre a souligné que la République de Djibouti aurait souhaité que le consensus soit prévalu pour le groupe africain de l'Est pour élire un seul candidat à ce poste, car, a-t-il dit, le recours au vote au sein de l'Union africaine n'est pas conforme aux règles d'usage pour se mettre d'accord sur les positions de nature consensuelle. Cette règle doit être observée pour les pays postulant à ce poste. Enfin, le président a demandé au ministre de transmettre à son ami et frère, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ses remerciements pour la profondeur de son message ainsi que pour les bonnes relations d'amitié entre les deux pays amis.
Également dans l'actualité, donc la cérémonie de lancement des travaux du plan de développement local de Djibouti 2020-2024 organisée par la municipalité et qui est financée par l'Union européenne et l'AIMF s'est clôturée mardi donc au Palais du Peuple. Le plan de développement de la ville de Djibouti vise à impulser et organiser le développement à l'échelle locale à travers donc le renforcement du dialogue social, en ce sens qu'il traduira les aspirations, les besoins des populations tout en prenant en compte les grandes orientations nationales et sectorielles. À terme, il sera le principal cadre de référence de la ville pour toute intervention en matière de développement socio-économique local. L'élaboration du plan de développement de la ville de Djibouti sera effectuée avec le concours financier de l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui aux autorités locales mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF. Pour mener à bien cette activité, l'AIMF a mis à disposition un consultant international qui a assuré l'appui technique aussi bien au comité de pilotage et aux commissions techniques permanentes constituées pour la cause. Dans la matinée d'hier, donc, le nouveau préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabale Ahmed, a rendu visite au président du conseil régional, Omar Hussein Omar, donc, pour s'entretenir avec les élus et les différents services déconcentrés de la région. Le nouveau préfet, donc, Hassan Dabale Ahmed, s'est longuement entretenu avec le président du conseil régional, Omar Hussein, donc, et pour évoquer donc les principales actions réalisées pour répondre aux doléances de la population. Après avoir fait connaissance de l'ensemble des participants et écouté attentivement les doléances des uns et des autres, Hassan Dabale Ahmed a insisté sur l'entente et la bonne collaboration de la préfecture et du conseil régional sans lesquels il n'y a pas de développement. Monsieur le préfet donc a affirmé que le port de Tadjoura et la route Tadjoura-Balhou sont des opportunités intéressantes pour le développement socio-économique de la région de Tadjoura et également des deux pôles d'activité qui sont la viabilité et la vitalité économique dont bénéficieront la jeunesse de Tadjoura. Un constat positif s'impose donc lors de cette rencontre constructive et instructive. L'ancien préfet donc d'Obok et actuellement préfet de Tadjoura, Hassan Dabale, veut agir en grande vitesse et de concert avec les élus. Une centaine de gendarmes issus donc des différentes unités opérationnelles de l'institution ont concouru le 17 septembre dernier donc au test de présélection d'examen technique d'officiers de police judiciaire session 2019-2021. À l'issue de la correction du test, seuls les 15 premiers gendarmes pourront accéder au stage OPJ. Ce stage dure 2 ans, soit la plus longue durée du stage d'OPJ de toute l'Afrique francophone. Au terme de la première année de formation, un examen de passage en seconde année réduira encore ce nombre. Seuls les gendarmes ayant finalisé les 2 années de formation et ayant réussi à l'examen technique d'OPJ, d'officier de police judiciaire, qui est d'ailleurs corrigé par le procureur général de la République, pourront obtenir l'habilitation d'officier de police judiciaire. Une fois terminé ce long cursus, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie doivent d'abord recevoir un stage de perfectionnement enquêteur de 7 semaines à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire au PK23 avant de prendre leurs fonctions dans une brigade. Le haut commandement de la gendarmerie accorde une importance capitale à la formation de ces OPJ pour qu'ils réussissent donc à mener à bien leur mission quotidienne dans le respect le plus absolu des lois et des règlements. Dans le cadre des opérations quotidiennes de patrouille, de surveillance maritime et de recherche et de sauvetage dans les eaux territoriales, une équipe des gardes-côtes djiboutiens en patrouille dans la zone de Goubet a porté secours dans la nuit du 18 au 19 septembre vers 2 h du matin à une embarcation de type Galba surchargée au bord donc, du chavirement qui transportait 231 individus candidats à l'immigration clandestine, dont une vingtaine de femmes, tous d'origine éthiopienne. L'équipe des gardes-côtes qui a porté donc secours a pu embarquer dans leurs patrouilleurs les plus vulnérables des victimes parmi les candidats à l'immigration clandestine et ont également remorqué donc l'embarcation jusqu'au port de pêche. Les victimes donc ont loué l'intervention des gardes-côtes en relatant l'étendue du calvaire vécu et ont indiqué en outre que sans l'intervention des gardes-côtes, ils auraient connu sûrement une fin tragique. À leur arrivée à bon port, les gardes-côtes ont pu leur fournir donc d'assistance médicale et humanitaire de base. Les
gardes-côtes djiboutiens continuent donc de mener une lutte sans relâche afin d'empêcher les trafiquants de profiter de la misère des gens en secourant les candidats à l'immigration qui sont embarqués à bord d'embarcations surchargées, sans gilet de sécurité et courant un réel risque de périr par naufrage. L'enquête concernant les membres d'équipage yéménite a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation des gardes-côtes et les individus responsables seront traduits devant la justice tandis que l'embarcation a été saisie et immobilisée au port de pêche, dans l'attente d'une décision de la justice. L'équipe mobile du centre médico-hospitalier d'Obok, dirigée par le docteur Dimbio, a effectué donc des sorties dans les localités reculées après l'Adato, située à 170 km. Cette fois-ci, c'est le tour de la localité d'Andoli, située à environ 75 km du chef-lieu d'Obok. La population d'Andoli, ayant suivi le déplacement de la caravane médicale dans la localité la plus reculée l'Adato sur les ondes de la RTD, attendaient impatiemment à leur tour la venue de l'équipe du docteur Dimbio. Comme à ses habitudes, une équipe pluridisciplinaire composée de sages-femmes, d'infirmiers, de techniciens ophtalmologistes et de nutritionnistes. Les activités étaient concertées et sur la consultation adultes et enfants, il y avait également le dépistage de la malnutrition, la campagne de vaccination, des consultations ophtalmologiques, mais aussi le planning familial. Selon la population d'Andoli, l'équipe a répondu à leur attente. Ils ont été plus que réjouis donc des prestations pareilles offertes donc jusqu'à devant leur maison. Par ailleurs, il a été réalisé des séances d'échanges et débats sur la santé de la reproduction, la sensibilisation des mesures d'hygiène, l'importance des suivis de la grossesse et surtout la santé des enfants de moins de 5 ans. Le nutritionniste d'Arsa a expliqué à son tour l'importance de l'allaitement maternel, mais aussi comment diversifier l'alimentation pour cette couche de moins de 5 ans sujette à beaucoup de maladies. Et la sage-femme a profité de l'occasion pour rappeler l'importance des suivis de la grossesse qui passe par les consultations prénatales. Et enfin donc pour clore l'actualité nationale dans le dossier de cette édition, nous allons vous parler aujourd'hui des enfants de rue et des différents programmes et stratégies mis en place par le gouvernement pour les protéger. En effet, le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place une nouvelle stratégie nationale pour la protection, la rééducation et la réinsertion familiale de l'enfance en général. Regardez, c'est un document de la rédaction. Au milieu des foules tourbillonnantes de la capitale de Djibouti, des enfants qui ont élu ces jeunes garçons et filles, au visage ouvert et intelligent, ont quitté leur maison pour échapper à une vie de misère et de violence. Ces enfants majoritairement viennent de Somalie, d'autres de l'Éthiopie. Mais la vie qu'ils ont découverte dans la rue n'était guère meilleure. Aujourd'hui, après longues années d'inexistence vulnérable et déracinée, ils meurent d'envie de retourner à la maison. Caritas Djibouti, une association à but non lucratif, s'est donné comme objectif de trouver une solution à la situation vulnérable des enfants de rue dans ces centres. Force est de constater qu'un signe de changement encourageant est le travail effectué par des ONG tels que l'OIM, l'UNICEF, mais aussi le ministère de la Femme et de la Famille, les partenaires clés des Caritas Djibouti, afin de donner naissance au programme sur les risques sanitaires de ces enfants de rue. Un bénévole camerounais, Moussiala Marcia, nous explique en gros l'objectif des Caritas Djibouti et son rôle dans l'éducation et la santé de ces enfants de rue à Djibouti. Écoutons-les pour plus de détails. Alors Caritas Djibouti, qui est une association de l'Église catholique à but non lucratif, et elle a principalement pour but de pouvoir accueillir les enfants qui vivent dans la rue. Majoritairement, ils viennent d'Éthiopie, d'autres viennent de la Somalie, et d'autres aussi sont des pays voisins et des enfants qui sont sur place. Alors Caritas, c'est un centre qui essaie de leur donner, premièrement, un milieu où ils peuvent se reposer, un milieu où ils peuvent se poser et respirer un tout petit peu. Compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent dans la rue, compte tenu du fait qu'il manque des endroits pour se poser, alors ici, on a bien voulu les accueillir. Et pour ça, nous avons mis sur pied différentes activités qui pourraient contribuer au bien-être de ces enfants. Alors nos activités, nous commençons à 7h30, nous les accueillons, nous leur donnons une douche pour qu'ils soient présentables, nous changeons les vêtements. Nous faisons aussi un rassemblement pour pouvoir leur donner les initiatives et les règles à suivre de la journée. À midi, à partir de midi, tous les jours, ils ont un déjeuner
Et le soir, ils ont un goûter. Le déjeuner, généralement, c'est un repas complet qui puisse leur permettre d'être à l'aise parce qu'on se dit que ça peut être leur unique repas de la journée. Pour cela, il y a beaucoup de choses qui sont faites et nous sollicitons beaucoup. Nous avons beaucoup de partenaires, le HCR, l'OIM, le ministère de la Femme et la police aussi et tout. Donc, je peux oublier certains organismes. Alors, durant cette écoute, justement, on essaie de demander à l'enfant quels sont ses projets. On essaie de créer justement ce climat de confiance où il peut nous confier beaucoup de choses et à partir de là, on peut voir si on peut, à quel niveau se situe sa difficulté, son problème et l'aider. Pour les adolescents qui ont un certain âge, il y a les centres de formation des petits métiers comme la menuiserie, l'électricité, froid et climatisation et autres. On leur permet justement d'apprendre le petit métier pour pouvoir rentrer dans la société, pouvoir travailler et pouvoir gagner l'argent d'eux-mêmes. Caritas Djibouti travaille avec les enfants de rue, l'OIM et l'UNICEF depuis à peu près 10 ans. Cette association a principalement comme objectif de pouvoir accueillir ces enfants vulnérables qui traînent dans la rue, les loger, les nourrir, mais aussi également les assister, les accompagner dans leurs activités sportives, a souligné M. Mohamed Ahmed. Rappelons que le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place une nouvelle stratégie nationale pour la protection, la rééducation et la réinsertion familiale sur l'enfance qui joue un rôle essentiel pour persuader la société d'être plus tolérante à l'égard des enfants en général et c'est des enfants de rue en particulier. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. La question des migrants donc, est au cœur des discussions entre l'Italie et l'Allemagne. La nouvelle coalition gouvernementale à peine installée, les dirigeants européens se pressent à Rome. Après la France, c'est au tour de l'Allemagne. Accueilli par le Premier ministre donc, italien, le président de la République allemande, Frank-Walter Steinmeier, s'est ensuite donc, entretenu avec son homologue italien Sergio Mattarella. Et maintenant que le nouveau gouvernement italien semble plus disposé à collaborer, le chef de l'État allemand est venu au chevet de la question des migrants. L'Italie, donc, est de son côté en pleine négociation sur l'organisation d'un système de répartition automatique des migrants secourus en Méditerranée avant un mini-sommet entre plusieurs ministres de l'Intérieur sur le sujet prévu un peu plus tard dans le mois. Autre thème très lié à la question migratoire, le dossier libyen. Sur ce point, Frank-Walter Steinmeier entend prendre les choses en main vers un cessez-le-feu et une stabilité du pays. Pour cela, l'Allemagne propose un sommet sur la Libye à Berlin dès le mois d'octobre. Coup d'envoi de la grève mondiale pour le climat, 5000 événements sur une semaine. Des écoliers du Pacifique et d'Australie ont lancé une semaine de manifestations mondiales pour appeler à l'action climatique. De Sydney à Séoul jusqu'à Sao Paulo, des élèves vont boycotter les salles de classe pour participer à cette très symbolique grève de l'école pour le climat. Ce devrait donc être l'un des appels à la mobilisation les plus massifs jamais organisés. Jusqu'au 27 septembre, sur toute la planète, plus de 5000 événements sont prévus. Déjà, hier, des jeunes ont manifesté à la tribune du Parlement suisse avec cette banderole. C'est le compte à rebours final. Il reste 16 mois. Sur un vieil air connu du groupe Europe. Mardi, des militants du climat ont célébré les funérailles de notre terre au début de la semaine de la mode de Londres. Certains ont demandé l'annulation de l'événement, arguant qu'il n'y a pas de mode sur une planète morte. La capitale britannique est l'un des épicentres de cette grève mondiale. Aujourd'hui, en Allemagne, et où Angela Merkel donc annonce un nouveau plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et veut aller vers une économie plus verte. Le week-end dernier, les activistes avaient bloqué le salon de Francfort. Dans un pays aussi fier de son industrie automobile, cette manifestation était significative. La militante écologiste qui a donné un grand coup de pouce à la coordination de ce mouvement au niveau mondial, Greta Thunberg, continue de son côté de recueillir des soutiens. L'un des derniers à la suivre est l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Et enfin, le gouvernement britannique a transmis par écrit des propositions de modification de l'accord de sortie de l'Union, a confirmé donc hier une porte-parole de la Commission européenne. Le gouvernement britannique annonce de son côté avoir partagé par écrit une série de notes informelles
technique et confidentielle reflétant les idées avancées par le Royaume-Uni pour remplacer le backstop, la clause censée éviter le rétablissement des contrôles à la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, dont Londres ne veut pas. Ce délai a été évoqué fin août par la chancelière allemande Angela Merkel. Emmanuel Macron l'a aussitôt repris à son compte et le Premier ministre finlandais Antti Rinne l'a également adopté mercredi à l'issue de son entretien avec le chef de l'État français à l'Élysée. Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 31 octobre prochain, dans 6 semaines exactement. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.